Docteur, Oui, je commence. vous pouvez, oui, D'accord. Donc, je disais qu'il y a deux notions très importantes pour comprendre la genèse de l'ECG. La première notion, c'est la notion de dipôle. Donc, on l'avait déjà expliqué. La deuxième notion, c'est facile, c'est la notion de dérivation. Qu'est-ce qu'une dérivation? C'est deux électrodes, une électrode exploratrice, une électrode de référence et un galvanomètre qui va mesurer la différence entre l'électrode de référence et cette électrode exploratrice et cette électrode de référence. Donc, ça permet de donner, de suivre la direction de l'activité électrique dans les trois dimensions. Donc, pour bien cerner la direction de l'activité électrique, on nous a proposé 12 dérivations qui constituent le CG standard. Donc, 12 dérivations, 12 dérivations permettent de suivre quand même l'activité électrique dans les différents plans. Donc, il y a 6 dérivations qui explorent l'activité électrique dans un plan frontal, dont 3 dérivations sont bipolaires, c'est-à-dire deux pôles, D1, D2 et D3, et 3 dérivations unipolaires, parce qu'à vrai dire, il y a un seul pôle. Le deuxième pôle, il est fictif, c'est le centre du cœur. Ces dérivations sont AVR, AVL et AVF. Et ces dérivations dans le plan horizontal, qui permettent de suivre l'activité électrique dans le plan horizontal. Donc, par convention, chaque ventouse ou bien chaque électrode elle a une place bien désignée. Donc, le CG standard 12 dérivations, mais on peut rajouter encore d'autres dérivations pour explorer d'autres pathologies, à savoir, généralement, c'est la cardiopathie ischémique, comme V7, V8, V9, V3R, V4R et VE, en changeant juste l'emplacement des électrodes. Et chaque dérivation, elle a un emplacement particulier. Donc, au total, le CG, c'est quoi? C'est plusieurs dérivations et chaque dérivation regarde l'activité électrique sous un angle. D'accord? On a parlé aussi de la genèse de l'ECG. On a dit que ça commence au niveau du nœud sinusal et ça dépolarise les deux oreillettes de proche en proche. La dépolarisation de toutes les cellules de l'oreillette permettent de donner un vecteur. La direction du vecteur, c'est vers la droite et vers le bas. Donc, on va la mettre au niveau de triaxe de Bailey. Donc, ça permet de comprendre facilement l'aspect. Donc, voilà sur le cercle. Donc, le vecteur se dirige vers des deux. Donc, on va avoir une onde positive. Il fait le laver, donc on va avoir une onde négative. Pour les autres dérivations, en fonction de l'angle entre le vecteur et la dérivation, si c'est moins de 90, c'est positif. Si c'est plus de 90, c'est négatif. C'est vraiment 90, c'est isodivasique, c'est-à-dire une positivité avec une négativité de même amplitude. Donc, dans le plan horizontal, voilà le vecteur de la dépolarisation des oreillettes. Donc, il se dirige presque vers toutes les dérivations, à part V1, est presque isodivasique, il est presque perpendiculaire. Donc, la plupart du temps, il est inscrit en V1, une onde qui est isodivasique, mais ça dépend de la position électrique du cœur. Donc, ça peut être plus proche, ça va donner une onde positive. Ça peut être plus loin un petit peu, ça va donner une onde négative. Mais généralement, c'est isodivasique en V1. Le reste, de V2 jusqu'à V4, c'est toujours une onde qui est positive, qui représente la dépolarisation des oreillettes. Après, l'influx électrique arrive au niveau du auriculo-ventriculaire, il va mettre une petite pause et après, il va dépolariser les ventricules. Donc, les ventricules vont être dépolarisés en deux, plus ou moins trois phases. Donc, ce n'est pas en même temps. Deux, parfois en trois phases. Donc, la première partie qui va être dépolarisée, c'est le septum interventriculaire, la partie moyenne surtout. Donc, la somme de tous les dépôts de la dépolarisation va donner un vecteur. La direction du vecteur, c'est de la gauche vers la droite et de l'arrière vers l'avant et parfois vers le haut, parfois vers le bas. On va prendre l'exemple vers le bas. Donc, en fonction de la direction, donc il va vers les dérivations. Donc, chaque dérivation, on va le voir comme une onde positive ou comme une onde négative. Donc, juste la projection dans les deux plans, on peut savoir à peu près l'aspect. Donc, à titre d'exemple, donc en V1, on va avoir une onde qui est positive et en V6, on va avoir une onde qui est négative. Après, l'influx électrique passe au niveau du réseau de Purkinje et va dépolariser toutes les cellules de myocarde, sauf cette partie qui a été déjà dépolarisée. Et parfois, il reste une partie au niveau basal. Donc, l'essentiel, ça va donner un vecteur qu'on appelle le vecteur basal. On a expliqué que sa direction, c'est du haut vers le bas, de la droite vers la gauche et surtout, de l'avant vers l'arrière. Donc, il se dirige un petit peu vers l'arrière, bien sûr incliné vers le côté latéral gauche. Donc, on va le projeter
au niveau des deux plans, on va obtenir notre aspect à titre d'exemple. Donc, en V1, on va avoir une onde qui est négative, très grande onde qui est négative, parce que c'est un vecteur qui est important. Et en V5, V6, on va avoir une onde qui est très positive. Et bien sûr, chaque dérivation en fonction de la direction du vecteur. Parfois, il reste quelques cellules au niveau basal qui vont être dépolarisées en retard. Donc, la somme de tous les dipôles va donner un petit vecteur qui se dirige de la gauche vers la droite, de bas vers le haut, et surtout de l'avant vers l'arrière. Il se dirige vers l'arrière. Donc, il va donner une petite onde en fonction de la direction vers les vecteurs. Donc, en AVR, il va donner une onde positive. Le reste, presque, il fuit toutes les dérivations. Donc, il va donner une onde qui est négative. Pour les dérivations horizontales, de V1 jusqu'à V6 sont placées en avant. Et le vecteur se dirige en arrière et surtout vers la droite. Donc, il va donner une onde négative dans toutes les dérivations horizontales. Une autre notion qu'on a essayé d'expliquer, mais apparemment, il y a eu un souci pour la comprendre. Donc, je vais essayer de dessiner. Peut-être vous allez mieux comprendre. Parce que quand j'ai vu les questions, il y avait beaucoup de questions concernant la repolarisation. Donc, je vais insérer plus fort. Donc, à l'état de repos, donc ici, c'est, je vais changer de couleur. Donc, ici, c'est positif. Donc, la surface, elle est positive et à l'intérieur, c'est négatif. Enfin, plutôt, tout est positif. Donc, la cellule, elle est chargée à l'extérieur positivement. Donc, je vais essayer de faire des images comme ça, vous allez comprendre. Donc, voilà. Donc, voilà l'extérieur de la cellule. Voilà l'endocarde. Voilà l'épicarde, l'ensemble de fibres musculaires du myocarde. Donc, elle est chargée, on a dit, c'est la surface, elle est chargée positivement. Donc, au cours de la dépolarisation, qu'est-ce qui se passe? On a dit que la dépolarisation commence au niveau de l'endocarde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, dépolarisation de l'endocarde. Ici, ça va devenir négatif. Dépolarisation de l'endocarde. Après, elle se propage. Donc, ici, ça devient aussi négatif. De proche en proche. Donc, en ce moment, si je dessine mon dipôle, donc il passe par définition de la négativité vers la positivité. Donc, voilà mon dipôle. C'est dans ce sens. Donc, voilà mon dipôle. De l'endocarde vers l'épicarde. Donc, si je place une électrode, bien sûr, l'électrode est à la surface, donc on regarde l'épicarde. Donc, l'électrode va voir le vecteur, ou bien le dipôle se dirige vers elle. Donc, elle va inscrire une onde qui est positive. Après, elle se propage de proche en proche, donc le tout devient négatif, même à ce niveau. Donc, elle va revenir vers 0, ici, donc remonter, puis le tout devient positif, il n'y a pas de différence entre l'épicarde et l'endocarde, il va revenir vers 0. Et après, la phase de repolarisation, on a dit que normalement, cette partie qui a été dépolarisée en premier, elle se repolarise en premier. Normalement, ici, ça devient positif ici, normalement. Si ça devient positif ici, donc en ce moment, si je dessine mon dipôle, donc il se dirige de la négativité
vers la positivité pendant la phase de repolarisation. Donc, c'est dans ce sens. Voilà le dipôle de la repolarisation. Donc, il fuit l'électrode placé ici. Donc, on va avoir une onde qui est négative. Normalement, ici, c'est positif. Ici, c'est une onde de repolarisation qui est négative. Parce que les deux vecteurs, les deux dipôles de polarisation et de repolarisation ont un sens inversé. Mais ce n'est pas le cas au niveau du cœur. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je vais enlever ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a dit que quand le taux est négatif, donc la phase de... Ça commence, la repolarisation commence à quel niveau? On a dit, elle commence plutôt du fait d'une pression très importante sur les couches sous-endocardiques ici. Donc, sa polarisation commence plutôt au niveau de l'épicarde. Donc, en ce moment-ci, on dessine notre dipôle de repolarisation. Donc, on le dessine. Donc, il se dirige de la négativité vers la positivité. Donc, la négativité, elle est ici. Et la positivité, elle est sur la surface. Donc, le dipôle, notre dipôle, se dirige dans ce sens. Donc, il se dirige toujours vers l'électrode. Donc, on va avoir une onde qui est positive. Donc, l'onde de repolarisation, elle est aussi positive. Donc, elle suit le même sens que l'onde de la dépolarisation. Donc, si c'était négatif, la repolarisation, elle est négative. Donc, j'espère que vous avez compris ce point. Donc, je passe, donc, après la repolarisation. Donc, à quoi ressemble un ECG? Ça ressemble à ça. Donc, je vais agrandir. Donc, le CG ressemble à ça, une petite dépolarisation auriculaire suivie par une dépolarisation ventriculaire, plusieurs ondes, puis la repolarisation ventriculaire qui suit le même sens généralement de la dépolarisation ventriculaire. On a dit que la repolarisation auriculaire, elle est cachée par la dépolarisation ventriculaire. Donc, on a essayé de dénommer les différentes déflexions. Donc, la première onde de dépolarisation, c'est l'onde de P auriculaire. L'intervalle entre le début de l'onde de P et le début de QRS, c'est l'espace PS, c'est la conduction auriculo-ventriculaire. Le complexe QRS, c'est généralement 3 ondes, parfois 2 ondes. Ça change d'aspect en fonction de la dérivation. Et on a essayé de dénommer en suivant la convention de la dénomination. La première onde, elle s'appelle onde de Q, négative, elle s'appelle onde de Q. La première onde positive, elle s'appelle l'onde de R. Et la première onde qui suit, négative qui suit l'onde positive, on va l'appeler onde S. Donc, en suivant cette convention, on va dénommer les différents aspects de QRS. Après, le segment ST, c'est un segment entre la fin de l'onde de T, la fin de QRS et le début de l'onde de T. Il est isoélectrique et ça représente le début de la polarisation. L'onde de T, ça représente la polarisation proprement dite et l'intervalle QT dès le début du QRS jusqu'à la fin de l'onde de T. Et ça représente l'activité ventriculaire, c'est-à-dire la dépolarisation et la repolarisation. Donc, on a enregistré notre ECG sur un papier millimétrique à la vitesse de 25 mm par seconde, ce qui fait que le petit carreau, il fait 0,04 secondes, et le gros carreau, se fait 0,2 secondes, et 5 gros carreaux font 1 seconde, et 3300 gros carreaux font 60 secondes ou 1 minute. Et sur les ordonnées, donc, on a 10 mm qui correspondent à 1 millivolt. Donc, pour installer le patient, vous devez savoir chaque couleur est placée où. Donc, on va placer le bracelet rouge au niveau du bras droit, le bracelet jaune au niveau du bras gauche, le bracelet vert au niveau de la jambe gauche et un bracelet qui permet d'éviter les interférences électriques de couleur noire. On va le placer au niveau de la jambe droite. Pour les électrodes au niveau de la région précordiale, on va les placer en fonction de l'emplacement par convention. Donc, V1 elle est placée en 4e espace intercostal. Donc, le reste, vous savez comment les placer. Juste pour repérer le 4e espace intercostal, on va s'aider de l'angle de lui, qui est l'exagération de sternum. Donc, on repère l'exagération du sternum. Juste au-dessus, c'est le 2e espace intercostal. On descend 2 espaces, on trouve le 4e espace et on continue l'emplacement des différentes dérivations ou différentes électrodes. Pour la lecture de l'ECG, donc, il faut toujours vérifier les conditions d'enregistrement, à savoir l'étalonnage. 10 mm correspond à 1 millivolt et la vitesse de déroulement elle est 25 mm par seconde. C'est le sujet standard. On peut modifier ces conditions d'enregistrement en fonction des besoins. Mais le sujet standard, c'est ça les caractéristiques. Donc, il faut toujours vérifier la qualité des électrodes. Donc, on vérifie s'il n'y a pas une évasion des électrodes. On regarde toujours AVR.
Normalement, c'est un sujet normal, le tout est négatif, entre P négatif, QRS négatif et entre T négatif. Si on trouve une positivité, on doit revérifier. Ça peut correspondre à une entité normale, comme une cardioversion, ou plutôt une cardiocytus inversus, c'est-à-dire le cœur qui se trouve à droite. On vérifie la présence de toutes les dérivations et on vérifie l'absence d'artefacts qui peuvent gêner l'interprétation de l'ECG. Et on commence onde par onde, des segments par segment. Ou plutôt, on commence d'abord par le rythme. Donc, on voit est-ce qu'il est sinusal ou non. On a dit que pour des sinusales, deux conditions nécessaires. L'onde de P doit être positive en D2 et le QRS doit être précédé d'une onde de P. Le rythme n'est pas vraiment nécessaire qu'il soit régulier parce qu'il y a des entités normales d'un rythme irrégulier. La fréquence, c'est le nombre de cycles par minute. Il y a plusieurs méthodes pour calculer la fréquence en fonction est-ce que le rythme est régulier ou non. Donc la fréquence normale se situe entre 60 et 100. Pour d'autres, c'est entre 50 et 100. Donc, au moins de 60, on parle d'une bradycardie. Plus de 100, on parle d'une tachycardie. Donc, puis, on analyse onde par onde et segment par segment. La première onde qui s'inscrit, c'est le segment de P. Donc, sa durée doit être inférieure à 0,12 secondes et son amplitude doit être inférieure à 2,5 mm dans toutes les dérivations. L'espace PR doit être compris entre 0,12 et 0,20 secondes. Pour le QRS, on analyse l'acronyme ADAM, axe, durée, amplitude et morphologie. On a dit que l'axe, c'est la direction de l'activité électrique. On va essayer de concentrer sur ça dans le TP. La durée doit être inférieure à 0,12 secondes, pour certains à 0,08 secondes. L'amplitude, elle est difficile à apprécier, c'est pour ça qu'ils ont inventé des indices. Donc, il y a un indice de Sokolov, il y a un indice de Louis, il y a un indice de Cornell. La morphologie, deux étapes. Donc, il faut vérifier toujours l'absence d'une onde Q pathologique. L'onde Q pathologique, c'est une onde qui est large et profonde. Non, normalement, le CG ne contient pas une onde de Q qui est large et profonde. Il y a juste de petites ondes de Q. S'il y a une onde de Q qui est large et profonde, donc probablement elle est pathologique. Il y a troisième condition qu'on doit rechercher, c'est qu'elle doit être retrouvée dans deux dérivations contiguës. Donc, dérivation contiguë, c'est deux dérivations qui appartiennent au même territoire. Après, on va voir les territoires. Et on vérifie aussi la progression des dérivations dans les précordiales. Donc, l'aspect en frontal est très variable en fonction de l'axe, mais l'aspect en horizontal, il est plus ou moins fixe. C'est pour ça qu'on doit le vérifier chez tout le monde. Donc, on a une petite onde de R en V1 qui augmente jusqu'à V6, donc de V2, V2, elle augmente, et une onde de S très grande en V1 qui va diminuer jusqu'à V6. On va apprécier ça dans le TP. Donc l'axe normal se situe entre moins 30 et plus 100. Donc entre moins 30 et moins 10, on parle d'une déviation axiale gauche. Entre 100, plus 100 et plus 180, on parle d'une déviation axiale droite. Entre moins 90 et plus 180, on parle d'une déviation extrême. Le segment ST, on vérifie juste qu'il est isoélectrique. S'il est sus-décalé ou sous-décalé, c'est pathologique, mais on vérifie surtout le point J qui est le raccordement de la fin du QRS avec le segment ST. C'est sur ce point qu'on doit analyser en premier avant d'analyser le segment ST. Après, c'est l'onde de T, on doit vérifier qu'elle est asymétrique avec une pente qui est ascendante qui est rapide, et une pente plutôt lente et une pente descendante qui est rapide. Donc elle est positive partout, sauf quelques dérivations. Quelles sont ces dérivations? Donc elle est toujours négative en AVR, peut être négative en V1, et elle est variable en de travail AVR. Donc l'intervalle QT, très important à analyser, surtout avec cette pandémie, car en prend des médicaments qui allongent le QT et peuvent déclencher des troubles du rythme, comme la plaquenil ou bien le chloroquine et l'azithromycine. Donc le QT, c'est facile à calculer, c'est le début de QRN jusqu'à la fin de l'onde de T. Ça, c'est le QT mesuré. Donc il est variable en fonction de la fréquence cardiaque. C'est pour ça qu'on doit le corriger par rapport à la fréquence cardiaque selon la formule du Bazet. Donc on divise le QT qu'on a mesuré sur la racine carrée de RR en secondes. Donc le chiffre qu'on trouve doit être inférieur à 0,43 chez l'homme et 0,45 chez la femme. Donc voilà l'analyse de l'ECG. Et on commence le TP pour fixer les idées.
Donc, vous voyez, j'espère, le diapo. Donc, pour Aboubacar, est-ce que vous m'entendez et vous voyez le diapo? Oui. D'accord, donc je Sur, continue. docteur. Oui, Oh non. oui. Voilà. Oui, oui. Donc, vous voyez le diapo en plein écran. Voilà, diaporama. Voilà. C'est très bien. D'accord. Donc, on commence avec le premier ECG. Donc, essayez d'être interactif malgré qu'il n'y a pas de son. Donc, on a dit qu'il faut commencer toujours par analyser le rythme. Est-ce que le rythme il est régulier ou non? Est-ce que le rythme il est sinusal ou non? Donc, comment on doit vérifier qu'il est sinusal? Donc, on a dit deux conditions. Donc, la première condition, c'est quoi? Donc, onde P doit être positif en D2. Donc, je viens en D2, je vérifie, est-ce que l'onde P elle est positive? Oui. Donc, l'onde P elle est positive en D2. Donc, deuxième condition, donc, chaque complexe QRS doit être précédé du nom de P. Donc, je regarde, est-ce que les complexes QRS sont précédés du nom de P? Donc, le premier, oui, le deuxième, oui, le troisième, le quatrième, oui. Donc, chaque complexe QRS il est précédé du nom de P. Généralement, on analyse le rythme dans la dérivation, qu'on a posé la question hier. À quoi ça sert cette dérivation? C'est pour analyser le rythme. Une dérivation qui est très longue, qu'on appelle des deux longs, communément des deux longs. Donc, chaque QRS est précédé du nom de P. Oui, donc le rythme, je peux dire que le rythme, il est sinusal. Donc, deuxième étape, je dois préciser est-ce qu'il est régulier ou non. La deuxième étape, dans la première étape. Est-ce qu'il est régulier ou non? Donc, pour dire régulier, l'espace RR doit être plus ou moins constant. Donc, je regarde à peu près, oui. Donc, entre RR, c'est 5 gros carreaux et c'est constant. Donc, le rythme, il est régulier. Donc, rythme sinusal, régulier. Donc, je dois préciser, deuxième étape, je dois préciser la fréquence. Donc, comme le rythme, il est régulier, donc, je peux utiliser la règle de 300 sur le nombre de gros carreaux qui sépare RR. Donc, 300 sur le nombre de carreaux qui sépare RR. Donc, gros carreaux qui sépare RR, à peu près, c'est 5. Donc, 300 sur 5. Donc, la fréquence, elle est à 60. Donc, 60 quoi? Battement ou cycle. Donc, on ne peut pas dire battement parce qu'on n'entend pas. Donc, on regarde. Donc, 60 cycles par minute. Donc, rythme sinusal régulier à 60 cycles par minute. Après, on analyse onde par onde, dit segment par segment. Donc, on a dit la première onde, c'est l'onde de P. Donc, qu'est-ce qu'on regarde dans l'onde de P? Donc, on regarde la durée et l'amplitude, surtout. Il y a d'autres paramètres, mais si on regarde surtout à ce stade, on regarde la durée et l'amplitude. Donc, la durée, elle est à peu près à 2 petits carreaux, 2,5. Donc, 2,5 petits carreaux, donc ça correspond à combien de durée? Donc, 2,5. Donc, chaque un petit carreau, il fait 0,04 secondes. Donc, 2,5, ça va être 0,04 plus 0,04 plus 0,02. Donc, ça fait 0,10 secondes. Est-ce que normal ou non? Oui, normal, parce que ça ne dépasse pas les 0,12. Donc, onde P d'une durée à 0,10, donc normal. Pour l'amplitude, donc je regarde à peu près 1,5 mm. Donc, est-ce que normal ou non? Oui, c'est normal, parce que ça ne dépasse pas les 2,5 mm. Donc, onde P tout à fait normal en matière de durée et d'amplitude. Donc, je passe. L'étape suivante, c'est l'intervalle PR. Donc, j'analyse l'intervalle PR. L'intervalle PR, c'est le début de l'onde P jusqu'au début de QRS. C'est cette durée. Donc, je regarde donc à peu près donc 1,5 plus la durée de l'onde P qui est 2,5. Donc, 1,5, 2,5. Donc, ça fait 4 petits carreaux. 4 petits carreaux, ça correspond à combien de durée? Donc, ça correspond à 0,04 fois 4. Donc, 0,16 secondes. Est-ce que normal ou non? Oui, c'est normal parce que la durée de l'intervalle PR est comprise entre 0,12 et 0,20. Donc, 0,16, elle est là-dedans. Donc, durée tout à fait normale. Donc, je passe. L'étape suivante, c'est l'analyse de QRS. Qu'est-ce qu'on analyse dans le QRS? On analyse l'acronyme ADAM. Donc, on commence. ADAM, c'est axe, durée, amplitude, morphologie. Donc, on commence toujours par l'axe. Donc, on a dit que l'axe se calcule dans un plan frontal. Donc, on ne peut pas calculer l'axe dans un plan horizontal. Pourquoi? On a dit que la notion d'Einthoven
juge que les électrodes sont ont la même distance par rapport au centre du cœur. Par contre, les dérivations précordiales n'ont pas la même distance par rapport au centre du cœur. V3 elle est plus proche par rapport à V6, par rapport à V1. Donc, on ne peut pas comparer les amplitudes pour trouver l'axe. Donc, on ne peut pas le calculer dans un plan horizontal, on le calcule dans un plan frontal. Donc, la première règle qu'on a dit qu'elle est plus facile à retenir, donc on cherche là où le complexe QS est isodiphasique. Donc, je regarde D1, non, D2, non, D3, non, AVR, non, AVL, plus ou moins oui, AVF, non. Donc, il est isodiphasique en AVL, plus ou moins en AVL. Donc, isodiphasique en AVL. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est perpendiculaire à AVL. Donc, AVL se trouve à quel niveau? Donc, AVL, elle se trouve à moins 30. Donc, il est perpendiculaire à moins 30. Donc, je rajoute 90 dans les deux sens. Sinon, on va essayer de dessiner le double triaxe de Bailey à côté. Donc, on rajoute 90 dans les deux sens. On tombe soit en plus 60, soit à moins 120. Donc, soit D2, soit moins D2. On peut dire moins D2. Donc, D2 ou l'inverse de D2, c'est moins D2. Donc, comment on peut éliminer une éventualité, l'éventualité qui est fausse? Donc, je regarde D2. Donc, D2, le vecteur ou bien l'axe, l'activité électrique a dessiné un complexe qui est positif. Donc, l'axe électrique du cœur se dirige vers D2. Donc, il est à plus 60. C'est pour ça D2, elle est vraiment ample. Le QS, elle est vraiment ample parce que l'activité électrique se dirige vers D2. Si on ne trouve pas un complexe isodiphasique, on va voir après dans les autres exemples comment peut-on faire. Je continue. Donc, on a précisé l'axe, que l'axe, il est à plus 60 ou bien il est en D2. Donc, je passe à dame. Deuxième, c'est la durée. Donc, la durée du complexe QRS, c'est un complexe QRS qui est très fin. Donc, à peu près deux petits carreaux. Donc, deux petits carreaux, ça correspond à combien de durée? Donc, 0,04 fois 2. Donc, 0,08. Est-ce que normal ou non? Oui, normal, parce qu'on a dit que la limite supérieure, c'est 0,12 secondes. Donc, c'est un QRS tout à fait normal en matière de durée. Je passe maintenant, c'est l'amplitude. L'amplitude, donc pour l'amplitude, donc je calcule les différents indices. Donc, le premier indice que je dois calculer, c'est l'indice de Sokolov. Donc, l'indice de Sokolov est égal à l'onde de R en V1 plus l'onde de S en V5, V6. Donc, essayez de calculer. Je vous donne une minute pour calculer l'indice de Sokolov. Voilà, ça. Alors, donc vous avez trouvé le... Je vais essayer de le partager. Donc, on va essayer de calculer l'indice de Sokolov. Donc, c'est l'onde de S en V1. Voilà l'onde de S. Donc, l'aspect en V1, petit r. On n'a pas parlé de majuscule et minuscule. Donc, quand l'amplitude d'une déflexion, elle est moins de 5 mm, on l'écrit en minuscule. Si ça dépasse 5 mm, on l'écrit en majuscule. Donc, ici, l'aspect en V1, donc petite positivité suivie par une négativité. Donc, la positivité, elle est petite, inférieure à 5. Donc, on dit petit r. Suivi par une négativité, comment on l'appelle? On a dit que la négativité qui vient après la positivité, on l'appelle l'onde de S. Donc, petit r, grand S.
parce que ça dépasse les 5 mm. Donc, petit r, grand S. Donc, on va prendre l'amplitude de l'onde de S, elle est à 7 mm. Donc, on rajoute l'amplitude de l'onde de R en V5, V6, on va prendre la plus ample. Donc, la plus ample, c'est en V5. Donc, 1, 2, 4. Donc, 14. Donc, voilà l'onde de R. Donc, l'aspect en V5, il est comme ça. Petite négativité suivie par une positivité suivie par une négativité. Donc, l'aspect petit q, grand R et petit s. Donc, on va prendre l'onde de R, parce que c'est l'indice de Sokolov. Donc, 14 plus 7, ça fait 21. Donc, 21 inférieur à 35. Donc, l'indice de Sokolov, il est normal. On passe à l'indice de Lewis. Donc, l'indice de Lewis, il est difficile un petit peu. Donc, c'est l'onde de R en D1. Donc, voilà l'onde de R en D1. Donc, elle fait 6 mm plus l'onde de S en D3. Donc, elle est où l'onde de S en D3? Donc, l'aspect, il est fait d'une négativité suivi par une positivité. Donc, Q, R, donc il n'y a pas de S. Donc, il n'y a pas de S, 0. Donc, on a dit 6, ou bien 5, plus 0, moins, c'est la formule, voilà. Donc, moins l'onde de S en D1, donc voilà l'onde de S en D1, donc elle est à 2 mm, plus l'onde de R en D3, elle fait 8 mm, donc 2 plus 8, 10. Donc 5 moins 10, c'est moins 5. Est-ce que l'indice est normal ou non? Donc oui, c'est tout à fait normal parce que c'est compris entre moins 14 et plus 17. C'est tout à fait normal. Donc je calcule l'indice de Cornell. Donc l'indice de Cornell, c'est l'onde de R en AVL plus l'onde de S en V3. Donc l'onde de R en AVL, voilà l'onde de R en AVL. Donc l'aspect, c'est RS. Donc voilà l'onde de R, 2 mm, plus l'onde de S en V3. Donc voilà l'onde de S en V3. Donc elle fait 5 mm. Donc 2 mm plus 5 mm, ça fait 7 mm. Donc normal, parce que ce soit homme ou femme, il est inférieur à 20 et inférieur à 28. Donc voilà l'indice de Cornell. Donc l'indice de Sokolov normal, l'indice de Lewis normal, l'indice de Cornell normal. Donc je peux conclure amplitude tout à fait normale. Après, on passe à l'analyse de la morphologie du QRS. La première étape dans la morphologie du QRS, c'est quoi? C'est on recherche l'onde Q pathologique. On a dit que dans toutes les dérivations, il y a des ondes Q, mais qui sont vraiment petites et ne sont pas larges. Donc, si on trouve une onde Q, c'est-à-dire une négativité initiale qui est large et profonde, ça peut être pathologique. On rajoute une troisième condition, c'est de dérivation contiguë. Donc, je cherche cette onde. Donc, D1, il n'y a pas d'onde de Q, il y a pas ça commence directement par un onde de R. D2, presque la même chose, où il y a une petite onde de Q. En D3, il y a une onde de Q, mais elle n'est pas large et elle n'est pas profonde. Donc, elle n'est pas large et elle n'est pas profonde. Elle ne fait pas plus de 1 quart par rapport à l'onde de R de complexe QRS. En AVR, est-ce qu'il y a une onde Q? Oui, il y a une onde Q. Parce que cet aspect, comment on l'appelle? Donc, onde Q suivie par une onde positive, donc onde R. L'aspect, c'est grande Q, petit r. Donc, voilà une onde qui est large, elle fait plus d'un petit carreau, donc elle fait plus de 0,4 secondes, et elle est profonde, elle dépasse 1 quart du complexe QRS, elle représente presque le complexe QRS. Donc, elle est pathologique? Non, parce qu'il y a une troisième condition. Donc, on doit la trouver dans deux dérivations contiguës. En plus, elle se trouve sur AVR, donc il faut retenir que l'onde de Q en AVR, c'est tout à fait normal. Onde de Q en AVR, c'est tout à fait normal. En AVL, est-ce qu'il y a une onde de Q? Non, il n'y a pas d'onde de Q. Donc, ça commence directement par une onde de R. En AVF, est-ce qu'il y a une onde Q? Oui, il y a une petite onde de Q qui n'est pas large et elle n'est pas profonde. En V1, est-ce qu'il y a une onde Q? Non, ça commence par R. Donc V2, la même chose, V3, la même chose, V4, la même chose. Donc, si on commence par R, il n'y a pas d'onde Q, parce que l'onde qui vient après, même si elle est négative, elle s'appelle onde de S. En V5, il y a une petite onde négative, onde de Q qui est petite et n'est pas large, et aussi en V5, elle n'est pas profonde et elle n'est pas large. Donc, dans toutes les dérivations, à part bien sûr AVR qui est une entité normale, il n'y a pas une onde Q qui est large et profonde. Donc, il n'y a pas d'onde Q pathologique. Je passe à l'étape suivante, c'est on recherche
où on vérifie la progression de QRS de V1 jusqu'à V6. Donc, on a petite onde de R en V1, donc elle augmente en V2, elle augmente davantage en V3, elle augmente en V4 et elle augmente en V5 et V6. Malgré que V5 elle est plus grande que V6. Mais grosso modo, c'est pas la même courbe. V1, V2 elle est petite, V3, V4 elle augmente et V5, V6 elle augmente davantage. De même pour l'onde de S. Donc voilà l'onde de S en V1, elle augmente en V2, mais après elle diminue. Donc en V1, V2 elle est grande, en V3, V4 elle diminue, et en V5 et V6 elle est vraiment très petite. Donc progression du QRS en précordial tout à fait normal, avec une onde de R qui augmente, une onde de S qui diminue, et l'apparition de petites ondes de Q en V5, V6. Donc on a terminé avec l'analyse de QRS. Bien sûr, il faut préciser aussi le rapport en V1. Le rapport en V1, R sur S, ça dépasse les 1, parce que R il est petit et S diminue. Donc le rapport R sur S en V1, il est supérieur à, il est inférieur à 1. Donc tout à fait normal. Donc on a terminé avec l'analyse de QRS. Après, on analyse quoi? On analyse le segment ST. Donc le segment ST, c'est ce segment qui est entre le complexe QRS et l'onde de T. Donc voilà ce segment. Et voilà. Donc en D1, donc il est presque isoélectrique. En D2, isoélectrique. En D3, isoélectrique. En AVR, isoélectrique. En AVM, isoélectrique. En AVF, il est isoélectrique. V1, il est isoélectrique. V2, est-ce qu'il est isoélectrique? Non, il n'est pas isoélectrique. Il y a un sus-décalage qu'on appelle le sus-décalage ascendant, le point J. C'est pour ça qu'on a insisté sur le point J. Le point J, il est là. Donc, il est sur la ligne de base. Voilà la ligne de base, la ligne 0. Donc, voilà la ligne de base. Donc, il est sur la ligne de base, mais le segment ST, il suit l'onde T. Donc, il y a un sus-décalage du segment ST, mais on l'a tellement le point J, il est fixe, donc on l'appelle segment ST sus-décalé. De façon ascendante, voilà, ou bien sus-décalage du segment ST. De même pour V3. Le point J, il est fixe, il est sur la ligne de base, mais le segment ST, il suit l'onde T, donc c'est un sus-décalage ascendant. On va voir qu'il fait partie d'une entité normale, surtout en V2, V3 et V4. Donc V4, presque isoélectrique, et V5, il est isoélectrique. V6, il est isoélectrique, il n'est pas sus-décalé. Donc, après le segment ST, on vérifie l'onde T. Qu'est-ce qu'on vérifie dans l'onde T? On vérifie d'abord son asymétrie. Donc, est-ce qu'elle est asymétrique? Oui. En D1 et D2, c'est clair, au AVR. Donc, elle a une pente ascendante qui est lente et une pente descendante qui est rapide. Donc, elle est asymétrique. Pour son sens, on vérifie son sens. On a dit qu'elle doit être positive partout sauf quelques dérivations. Donc, D1, elle est positive normale. D2, D3. AVR, elle est négative. Est-ce que c'est pathologique? Non. On a dit que AVR doit être négative. En AVL, elle est isodiphasique, voire elle est à zéro. Elle est plate. Donc, est-ce que c'est pathologique? Eh bien non. On a dit qu'elle est variable en AVL en fonction de l'axe. Parce que généralement, elle suit l'activité du complexe QRS. Donc, comme le complexe QRS, il est isodiphasique, l'onde T aussi, elle est isodiphasique, c'est-à-dire elle est presque plate. Donc, tout à fait normal en AVL qu'elle soit isodiphasique parce qu'elle suit le complexe QRS. En AVF positif, tout à fait normal. En V1, elle est négative. Est-ce que c'est pathologique? Non. On a dit qu'elle peut être négative en V1. En V2, elle est positive, V3 positive, V4 positive, V5 positive, V6 positive. Donc, elle est positive partout, sauf quelques dérivations qui sont physiologiques. Donc, après, c'est l'intervalle QT. L'intervalle QT, il est bien visible ici, au niveau de V5, parce que la fin de l'onde T, elle est bien visible par rapport aux autres dérivations. Donc, on le calcule ici. Donc, un petit carreau, 5 petits carreaux, plus 3. Donc, on a 4 petits carreaux. Donc, 9 petits carreaux. 9 petits carreaux fois 0,04, ça correspond à 0,36 secondes. Est-ce que c'est normal ou non? Donc, on ne peut pas dire. C'est le QT mesuré. Donc, on doit le corriger par rapport à la fréquence cardiaque. Donc, on le divise sur la racine carrée de RR. Donc, RR, on a dit que 5 gros carreaux. La racine carrée, pas de 5 gros carreaux, mais en secondes. 5 gros carreaux, ça correspond à 1 seconde. Donc, c'est la racine carrée de 1 seconde. Donc, la racine carrée de 1, c'est 1. Donc, le QT mesuré est égal au QT corrigé. Donc, il est égal à 0,36. Donc, il est inférieur à 0,43. Et il est inférieur à 0,45. Donc, que ce soit homme ou femme, c'est tout à fait normal. Donc, au total, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé un rythme sinusal régulier à 60 cycles par minute.
et on a trouvé juste un sus d'égalage du segment ST en V2 et V3. Donc, c'est une entité normale. Surtout si les jugeons en V2 et V3 qu'on trouve un sus d'égalage du segment ST qui suit l'entité qui est généralement ample dans toutes ces dérivations. Donc, au total, c'est un ECG normal. On passe au deuxième exemple. Donc, deuxième exemple. Donc, la même chose, la même méthodologie, toutes les étapes sans oublier une étape. Donc, on commence toujours par analyser le rythme. Donc, bien sûr, avant, on a dit qu'il faut toujours vérifier les critères de qualité, mais à force, on les voit rapidement, on conclut directement que c'est un ECG qui peut être c'est un ECG standard. On voit ici l'étalonnage. Donc, voilà l'étalonnage. Donc, 10 mm. Donc, chaque 10 mm correspond à 1 millivolt. Il n'y a pas vraiment, normalement, c'est écrit ici 25 mm par seconde, mais c'est des ECG coupés par l'appareil photo. Donc, on commence rond par rond, des segments par segment, plutôt le rythme. Donc, est-ce que le rythme il est régulier? Est-ce que le rythme plutôt il est sinusal? Donc, je dois vérifier l'onde de P en D2. Donc, l'onde de P en D2, elle est positive. Donc, est-ce que sinusal? Non. Deuxième condition, est-ce que chaque complexe QRS est précis de l'onde de P? Oui. Chaque complexe QRS est précis de l'onde de P. Donc, le rythme il est sinusal. Est-ce qu'il est régulier? Non. Plus ou moins. Donc, 3 au carreau et demi. 3 presque et demi, donc plus ou moins régulier, mais pas vraiment régulier à 100%, donc plus ou moins régulier, avec quelle fréquence? Donc 3 et demi, donc est-ce que j'utilise la règle de, il est régulier, et 3 et demi, est-ce que j'utilise la règle de 300 sur RR? Donc il me faut une calculatrice. Donc c'est pour ça, je vais utiliser la deuxième méthode, qui est rapide, utilisée en urgence. Donc on a dit que entre les deux, un gros carreau, c'est 100, c'est plutôt 300, deux gros carreaux, c'est 150, 3 gros carreaux, c'est 100, 4 gros carreaux, c'est 75. Donc, comme j'ai 3,5, donc je suis entre 75 et 100. Donc, la fréquence, elle est entre 75 et 100. Je peux même prédire, elle est à peu près à 85. Donc, c'est une fréquence tout à fait normale car elle est inférieure à 100, elle est supérieure à 60 et elle est inférieure à 100. Donc, rythme sinusal régulier à 85 cycles par minute. Après, onde par onde, segment par segment. Donc, la première onde, c'est l'onde de P. Donc, l'amplitude de l'onde de P, plutôt la durée. Donc, deux petits carreaux, donc 0,08 secondes. Donc, deux petits carreaux, 0,08 secondes. Normal ou non? Oui, normal, parce que inférieur à 0,12 secondes. L'amplitude, donc à peu près 1,5 mm, donc normal, ça ne dépasse pas les 2,5 mm. Après, l'intervalle PR, donc deux petits carreaux plus deux petits carreaux, pour la 1,5, donc 3,5 petits carreaux, donc ça correspond à combien? 3,5 petits carreaux, donc ça correspond à 0,14 secondes. Donc 0,14 secondes, tout à fait normal, parce que c'est compris entre 0,12 et 0,20 secondes. Après, c'est le complexe QRS. Donc le complexe QRS, on analyse toujours l'acronyme ADAM. Donc on commence par l'axe. Donc l'axe, on a dit qu'on doit chercher là où le complexe QRS il est isodiphasique. Donc je regarde. Donc il est isodiphasique en V4. Est-ce vrai? Oui, il est isodiphasique en V4, mais on a dit que l'axe se calcule dans un plan frontal. Donc on ne peut pas utiliser les dérivations précordiales. Donc je dois chercher dans les dérivations frontales. Donc D1 non, D2 non, D3 oui, presque isodiphasique. V4, V5 est plutôt AVR, AVL, AVR. Donc il est isodiphasique en D3. Donc l'axe il est perpendiculaire à D3. Donc D3 elle est placée à plus 120. Donc vous avez à côté normalement le double triaxe de Bailey, donc perpendiculaire D3. Donc soit il est à plus 30, soit il est à moins 150, c'est-à-dire en AVR. Donc soit il est en AVR, soit il est l'inverse de AVR. Soit il est à moins 30, soit il est à plus 150. Donc je viens voir AVR. Donc AVR affiche une onde qui est négative. Donc l'axe fuit, bien le vecteur fuit AVR. Donc il part dans l'autre sens. Donc il part à plus 30. Donc l'axe, il est à plus 30. Une autre méthode, donc on peut utiliser, imaginez vous avez pas, voyez ce complexe QRS qui
vous n'avez pas vu le complexe QRS qui est isodiphasique. Donc, il n'est pas vraiment isodiphasique, l'indicativité est de plus importante. Mais on va essayer de conclure qu'il est isodiphasique pour faciliter. Donc, si je compare l'amplitude de complexe QRS D2, D1 et D2, donc, qui est le plus ample? Du coup, c'est D1, mais non. C'est la somme algébrique de la négativité et de la positivité. Donc, je calcule. Donc, 3 plus 5 plus 1. Donc, ça fait 9. 9 en positif et 3 en négatif. Donc, 9 moins 3, c'est 6. Donc, le complexe QRS, il a une amplitude à 6. Donc, en D2, donc, à peu près 6. On voit moins 5 moins 1. Donc, il est à 4. Donc, ici à 6, il est ici à 4. Donc, imaginez même amplitude. D1 et D2, même amplitude, ça veut dire qu'il passe au milieu. Donc, D1, 0, D3 et D2 à plus 60, donc il passe à plus 30. Mais comme D1, elle est plus ample, donc il est plus proche à D1, donc il est à plus 20. C'est pour ça qu'il n'est pas vraiment isodiphasique. En D3, il est plus négatif. Donc, c'est pour ça qu'il est plus loin, plus de 90. Donc, il est plus sombre. Donc, c'est pour ça qu'il est, à vrai dire, il est à plus 20. Mais c'est normal de donner juste un intervalle à plus ou moins 30. Ce n'est pas la peine de donner l'axe avec une précision exacte. Une autre méthode, quelqu'un me dit, est-ce que je regarde les cardiologues, regarde directement aux urgences le CG, il conclut rapidement que c'est un ECG normal. Est-ce qu'il est en train de calculer rapidement l'axe? Non. À vrai dire, aux urgences, on a d'autres méthodes. La méthode la plus utilisée aux urgences, c'est facile. Donc, si on prend D1 et ABF, D1 et ABF. D1 est placé à 0 et ABF elle est placée à plus 90. Donc, imaginez en D1, je pense que je dois, mais je n'ai pas le TS de Bailey. Donc, en D1, peut-être je vais revenir vers le TS de Bailey. Je vais revenir vers l'affichage. Donc, apparemment, il n'y a pas l'affichage. Donc, je reviens vers notre diapo. Donc, le deuxième exemple, on dit qu'il y a la deuxième méthode, plutôt la méthode rapide utilisée aux urgences. Donc, comment on l'utilise? Donc, on repère D1 et AVF. Donc, imaginez juste dans le début de triaxe de Bailey, D1 et AVF. Donc, les normes de l'ECG, c'est moins 30 et jusqu'à plus 100. Mais dans la pratique, les normes, c'est entre 0 et 90 pour faciliter les choses. C'est entre 0 et 90. Donc, c'est dans la double triaxe de Bailey. Donc, je vais essayer de l'écrire ici. Comme ça, on va donc voilà, double triaxe de Bailey. Donc voilà D1. Et voilà AVF. Donc D1 et AVF. Et voilà notre vecteur.
Voilà notre vecteur. Si ce vecteur, il est là, c'est ce vecteur. Imaginez un patient qui a un vecteur ou bien une activité électrique qui passe dans ce sens. Donc, elle passe comme ça. Donc, qu'est-ce qu'elle va donner en D1? Donc, elle va donner une onde qui est très positive. Qu'est-ce qu'elle va donner en AVF? Donc, elle va donner une onde qui est isodiphasique au maximum. Si le vecteur se divise ici, donc qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner toujours une onde qui est positive en D1, mais moins d'ample, mais une onde positive aussi en AVF, parce que c'est moins de 90. S'il se divise encore, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir une onde toujours positive en D1, mais l'amplitude est moindre, et l'amplitude en AVF, elle augmente. Donc, toujours positif, ici. Donc, positif en D1 et positif aussi en AVF, parce que ça ne dépasse pas les 90 degrés entre les deux. Ici, c'est toujours positif, ici. Ici, c'est positif, ici, positif. Donc, dans tout le cadran, donc tout le cadran compris entre le D1 et AVF, le vecteur, il donne une onde positive dans les deux dérivations. D'accord? Donc, s'il tourne dans ce cadran, donc il donne toujours une onde qui est positive en D1 et AVF. S'il passe à gauche, vers le haut, s'il passe comme ça, qu'est-ce qu'il va donner en D1? Il va donner une onde positive parce que l'angle est moins de 90. Mais en AVF, il a dépassé 90 l'angle, donc il va donner une onde qui est négative. Donc, s'il passe dans cette région, s'il passe ici, donc, en AVF, il va donner une onde positive, parce que l'angle est à 45 degrés, et en D1, ça va donner une onde qui est négative, parce qu'il fuit D1, ici, un vecteur dans la zone qu'on a appelée la zone de no man's land. Qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner une onde négative en D1 parce qu'il fuit D1, et il va donner aussi une onde négative en AVF parce qu'il fuit aussi en AVF. Donc, si on peut conclure, quand le vecteur se dirige vers la droite et vers le bas, ici, vers le cadran, donc il va donner une onde qui est positive dans les deux dérivations. Donc, il suffit de regarder D1 et AVF. Si D1 positif et AVF positif, ça veut dire que le vecteur se dirige positif en D1, ça veut dire qu'il dirige dans son sens. Donc, il se dirige vers la gauche. Positif en AVF, il se dirige vers le bas. Donc, il est dans ce cadran. Donc, c'est un axe qui est tout à fait normal. Donc, D1, AVF positif, ça suffit pour dire que l'axe est compris entre 0 et 90 et c'est tout à fait normal. S'il est négatif, positif en D1, ça veut dire qu'il se dirige vers la gauche. Mais il est négatif en AVF, ça veut dire qu'il se dirige vers le haut. Donc, notre vecteur, il se dirige dans ce sens. Donc, D1 positif, AVF positif, il se trouve ici. Donc, déviation axiale gauche. S'il est positif en AVF, ça veut dire qu'il se dirige vers le bas. Mais il est négatif en D1, ça veut dire qu'il se dirige vers la gauche, plutôt la droite. Donc, il est dans ce cadran. Donc, il a une déviation axiale droite. S'il est négatif en D1, ça veut dire qu'il se dirige vers la droite. Il est négatif en AVF, il se dirige vers le haut. Donc, il est ici. Donc, il est dans la zone de no man's land. Donc, ça suffit de repérer D1 et AVF. Si le complexe QRS est positif en D1 et AVF, c'est bon, je passe directement. Je dis l'axe il est normal, c'est pas la peine de donner le degré de déviation. Donc ça, c'est en pratique, mais en théorie, on peut vous demander de calculer l'axe avec exactitude. Donc D1 et AVF permettent de calculer rapidement ou de localiser le cadran dans lequel se trouve l'activité électrique. J'espère que vous avez compris cette idée. Donc je reviens vers notre exemple. Donc, on a dit que l'axe, on a calculé l'axe, il est à peu près à plus 20. Si on applique la règle pratique, donc D1, il est positif, AVF, il est positif, donc notre axe, il est dans les normes. Donc, je passe. Après, la durée, donc c'est un complexe QRS qui est fin. Donc, la durée, elle est à 0,08 secondes, 2 petits carreaux, donc inférieur à 0,12, tout à fait normal. L'amplitude, donc je calcule les indices. Le premier indice, c'est Sokolov.
Donc, l'aspect ici, c'est petit r grand S. Donc, voilà S. Donc, elle fait 8 mm. Plus l'onde R en V5, V6. Donc, V5, elle est plus ample. Donc, je prends 10. Donc, 10 plus 8, 18. Donc, inférieur à 35, tout à fait normal. Donc, l'indice de Sokolov est normal. L'indice de Cornell, donc, l'indice plutôt de Lewis. Donc, R en D1. Donc, R en D1, elle est ample. Donc, elle fait presque 9 mm. Plus S en D3. Est-ce qu'il y a une onde S en D3? Non. Parce que ça commence directement par une négativité, donc onde Q, puis une positivité, c'est une onde R, donc il n'y a pas d'onde S, donc 0. Donc j'ai 9 moins l'onde S en D1, elle fait 2, plus l'onde R en D3, elle fait 5, donc 5 plus 2, c'est 7, donc on a dit 9. 9 moins 7, c'est 2. Est-ce qu'on est normal? Oui, parce que c'est compris entre moins 14 et plus 17. Donc l'indice du 10, tout à fait normal. Après, le troisième indice, c'est l'indice de Cornell, donc on calcule. R en AVL plus S en V3. R en AVL, elle fait 6 mm, plus S en V3, elle fait à peu près 10. Donc 7 plus 10, donc ça fait 17. Donc que ce soit homme ou femme, c'est normal, parce que c'est inférieur à 20 et 28. Après, l'amplitude, c'est la morphologie. La première étape dans la morphologie, on cherche l'onde Q pathologique. Donc l'onde Q pathologique, c'est une petite onde, c'est la première onde qui est négative. D1, il n'y a pas d'onde Q. D2, il n'y a pas d'onde Q. En D3, oui, il y a une onde Q. Est-ce qu'elle est large? Non. Elle est vraiment très fine. Donc, elle n'est pas pathologique. Elle est vraiment très, très, très fine. Donc, elle n'est pas pathologique. Est-ce qu'elle est profonde? Oui, elle est profonde. Mais on a insisté de deux conditions en même temps, au plus de la troisième condition de dérivation contiguë. Donc, ça ne remplit pas la deuxième condition qui est large. Donc, ce n'est pas une onde Q qui est pathologique. En AVR, est-ce qu'il y a une onde Q? Oui, il y a une onde Q. Est-ce qu'elle est large? Oui, elle est large. Est-ce qu'elle est profonde? Oui, elle est profonde. Mais en AVR, on a dit que c'est tout à fait normal de trouver une onde Q large et profonde. Donc, ce n'est pas la peine d'insister en AVR. En AVL, est-ce qu'il y a une onde Q? Il n'y a pas d'onde Q, ça commence par R. En AVF, il n'y a pas d'onde Q. En V1, est-ce qu'il y a une onde Q? Non, ça commence par R. De même pour V2, V3, V4, V5 et V6. Donc, dans tout le CG, il n'y a pas d'onde Q pathologique. Donc, il y a une onde Q en V5 qui est fine, donc elle est physiologique. Et en AVR, on a dit que tout à fait normal de trouver une onde Q qui répond aux critères. Donc, cette onde en Q, en VD3, elle est liée à la position électrique du cœur. Si on demande au patient de faire une inspiration profonde, cette onde va disparaître. Cette onde Q va disparaître. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle cette onde Q en D3, l'onde Q positionnelle. Donc, elle est liée juste à la position électrique du cœur. Je passe après, QRS, c'est le segment ST. Est-ce qu'il est isoélectrique? En D1, il est isoélectrique. En D2, isoélectrique. Isoélectrique, on le compare par rapport à une de base. Isoélectrique, ici isoélectrique, ici isoélectrique, ici isoélectrique, et ici isoélectrique. V1 isoélectrique, V2 isoélectrique, V3 isoélectrique, V4, V5 et V6. Donc, il est isoélectrique partout, à part peut-être V2, un petit peu sous décalage qui est ascendant, c'est-à-dire le point J ici, il est fixe, il est sur la ligne de base, mais le segment ST, il est sous décalé. Donc, pas encore. L'onde T, est-ce qu'elle est asymétrique? Oui, elle est asymétrique. Est-ce qu'elle a un sens qui est normal? Oui, D1 positif, D2 positif. D3, elle est plate. Est-ce que normal? Oui, parce qu'on a dit elle est variable en D3 et elle suit l'axe. Donc, comme l'axe, le QRS, il est isodiphasique, elle aussi, elle est plate, isodiphasique ou plate. C'est 0. La négativité supprime la positivité. On avait négative, est-ce que pathologique? Non, on a dit qu'elle est négative, doit être négative en AVR. AVL est positif, AVL est positif. V1, est-ce que positif? Est-ce que pathologique? Non. On a dit qu'elle peut être négative. Donc, elle a le choix d'être positive ou négative. Le reste, elle est positive. Donc, l'onde T est tout à fait normal. L'intervalle QT, on a dit qu'on le calcule surtout en V5 parce que la fin de l'onde T elle est visible. Donc, à peu près, début de QRS jusqu'à la fin de l'onde T, ça fait 8 petits carreaux. 8 petits carreaux, ça fait 300, plutôt 0,32 secondes. Donc 0,32 secondes. Est-ce que normal ou non? Est-ce qu'il est allongé ou non? Donc on ne peut pas conclure, on doit le corriger par rapport à la fréquence cardiaque. Il ne faut pas oublier cette notion. Donc la fréquence cardiaque est à combien? On le divise sur la racine carrée de R1. Donc la racine du carré R1 mais en secondes. Donc RR en secondes, ça est 3 presque et demi. Donc 3,5, 0,2 plus 0,2 plus 0,2 plus 0,04, presque un petit carreau. Donc 0,64. Donc la racine carrée de 0,64, c'est 0,8.
Donc 320 sur 0,8, ça fait 0,04, 0,400. Donc c'est 400 millisecondes. Donc tout à fait normal parce que il est inférieur à 0,43. 43 il est inférieur à 0,45. Donc le QT, notre QT est tout à fait normal. Donc au total, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. On a juste un rythme sinusal régulier à 85 cycles par minute, un petit sous-décalage ascendant de V2, qui est tout à fait normal. Donc c'est un ECG tout à fait normal. Troisième exemple, donc c'est les mêmes étapes qui se répètent, donc essayez de les faire vous-même. Donc on va insister juste sur l'axe qui est un petit peu peut-être difficile à assimiler. Donc l'axe, est-ce qu'il est normal? Oui, je peux utiliser la règle rapide des urgences. Je repère en D1, le QRS il est positif. En AVF, le QRS il est positif. Donc mon axe se trouve entre D1 et AVF, c'est-à-dire entre 0 et 90, et c'est une zone de la normale. Donc l'axe est normal. Mais si on me demande de calculer l'axe avec exactitude, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on repère là où le complexe QRS il est isodiphasique. Donc, je regarde, il est isodiphasique en V3. Est-ce vrai? Oui, il est isodiphasique en V3, mais V3 ne fait pas partie de calcul de l'axe. On a dit qu'on ne peut pas le calculer dans le plan horizontal. Donc, on revient vers le plan frontal. Donc, D1 non, D2 non, D3 non, AVR non, ABL non, AVF non. Donc, je n'ai pas un complexe QRS isodiphasique. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, on a dit qu'il y a d'autres méthodes. Donc, on va essayer d'utiliser les autres méthodes. Donc, on repère là où le complexe QRS est très positif. Donc, il est positif, très positif en D2 et en AVF et un petit peu en D3. Donc, c'est tout surtout D2 et AVF. Donc, entre D2 et AVF, très positif. Donc, probablement, il est aux alentours de D2. D2 et AVF, il est plus proche de D2. Donc, en D2, imaginez l'amplitude en D2 et en AVF, c'est la même amplitude. Imaginez. Parce qu'apparemment, il est là en D2, 5, 5 plus 2, 12. Mais en AVF, on a 11. Donc, imaginez 12, 12. 12 pour D2 et 12 pour AVF. Donc, il passe au milieu entre D2 et AVF. Donc, D2, elle est à 60. AVF à 90. Donc, il passe à plus 75 exactement. Et comme D2, il est plus positif en D2, donc il est plus proche en D2 par rapport à AVF. Donc, il est à 70. Donc, notre axe, il est à 70. Donc, c'est la deuxième méthode. Donc, on repère là où l'axe est le plus ample, il tourne en tour. Donc, on repère deux dérivations qui sont proches. Donc, on essaye de le mettre entre les deux en fonction de l'amplitude de chaque dérivation. Donc, il est à plus 70. Le reste est tout à fait normal pour le reste. Donc, c'est un rythme sinusal régulier à 100 cycles, presque 100 cycles par minute. Parce que rond P positif et chaque complexe URS est précisément de P, le rythme est régulier, donc je divise 300 sur 3, donc il est à 100. Donc P d'une durée à 0,08 secondes avec une amplitude à 1,5 mm. La durée de PR elle est à 0,16 secondes, normal. L'axe on a dit 70, donc plus 70, donc normal. La durée du QRS elle est à 0,08, donc tout à fait, voire même 0,06, donc normal. L'amplitude, je calcule les indices, les différents indices, vous allez trouver tout à fait normal. La morphologie, je cherche l'onde de Q, D1, il n'y a pas, D2, D3, AVR, il y a une onde Q qui est large et profonde, mais on a dit que AVR, tout à fait normal de trouver une onde Q. AVL, on trouve une onde Q. Donc le complexe QRS se résume à une seule onde qu'on appelle onde QS, parce qu'on a dit s'il y a une seule onde, on va l'appeler onde QS. Donc il y a une seule onde, on l'appelle onde de QS. Donc, est-ce qu'elle est pathologique? Oui, parce qu'elle est large et elle est profonde, parce que c'est elle le complexe QRS. Donc, c'est une onde qui répond aux critères d'une onde pathologique. Mais de troisième condition doit être présente. C'est deux dérivations contiguës. Donc, quelle est la dérivation contiguë à ABL? Vous allez le voir après dans le TD2, la cardiopathie ischémique ou de l'insuffisance coronaire. Donc, D2, elle a une dérivation contiguë qui est D1. Donc, est-ce qu'en D1, on a une onde Q pathologique? Donc, on n'a pas une onde Q pathologique. Donc, cette onde en AVL devient physiologique. Donc, il n'y a pas d'onde Q pathologique parce qu'elle ne remplit pas la troisième condition.
Je passe V1, il n'y a pas d'onde Q, le reste, il n'y a pas d'onde Q, donc tout à fait normal. Progression de V1 jusqu'à V6, oui, R augmente de V1 jusqu'à V6 et S diminue de V1 jusqu'à V6. Donc V1, V2, ample, V2, V3, V4 diminue, V5, V6 diminue, voire même disparaître. Plan de R, V1, V2, elle augmente, V3, V4 augmente et V5, V6, elle est encore plus ample. Le segment ST est isoélectrique partout, sauf, je pense, V3, V4, et il y a un petit suscitage qui est ascendant, qui est physiologique. L'onde T, elle est positive partout, sauf AVR, c'est tout à fait normal. Et V1, on a dit qu'elle peut être négative. L'intervalle QT, vous le mesurez, vous le calculez, vous le corrigez par rapport à la fréquence, vous allez le trouver dans les normes. Donc, c'est un ECG tout à fait normal. On passe, donc cet exemple, donc c'est un rythme sinusal régulier, à peu près à 80 cycles par minute. Donc on va insister juste sur l'axe du QRS. Donc la méthode pratique, plus facile. Donc D1, le complexe QRS, la somme elle est positive, donc positive. AVF, il est isodiphasique. Donc comme il est isodiphasique en AVF, donc il est isodiphasique en AVF, soit il est en D1, soit il est l'inverse de D1, moins D1. Et comme D1 il est positif, donc notre axe il est en D1 exactement. Donc il est à 0, donc tout à fait normal, il est dans les normes. Le reste est facile à faire seul. Donc ici, est-ce que le rythme est régulier? Oui. Le rythme sinusal régulier avec une fréquence à peu près à 60, 90, 80 cycles par minute. Donc l'axe, donc D1 positif, AVF positif. Donc l'axe est dans les normes. Donc, si on me demande de calculer l'axe avec exactitude, je cherche là le complexe QRS isodiphasique. Donc, on peut regarder en frontal, il n'y a pas de complexe QRS isodiphasique. Donc, je vais utiliser la méthode, la deuxième méthode. Je repère là où le complexe QRS il est très positif. Donc, D1 il est très positif et D2 très positif. Donc, est-ce que même amplitude à peu près? Donc, ici, presque à 9 mm. Ici, 9 mm, mais il y a la négativité qui diminue l'amplitude, donc elle a 7. Donc 9 pour D1 et 7 pour D2. Imaginez même amplitude, donc l'axe il est entre les deux, donc il y a plus 30, mais il est plus positif en D1, donc il diminue, il se rapproche de D1, donc l'axe il est à plus 20 degrés. Donc je passe. Ici, est-ce que le rythme est régulier? Est-ce que le sinusal est régulier? Oui. Le rythme il est sinusal. Certes. Pourquoi? Parce que l'onde de P elle est positive en D2. Et ici, chaque complexe QRS c'est précisément l'onde de P. Mais est-ce qu'il est régulier? Non, il n'est pas régulier. Vous voyez ici la distance entre R et R, presque 4,5. Ici, presque à 3,5. Ici, la distance elle est à 3 ici, à 4 ici, à 5 ici. Donc le rythme n'est pas régulier. Donc vous continuez l'analyse tout à fait normal, à part des ondes T négatives en V1 et V2. Donc V1 tout à fait normal. V2 c'est négatif, donc V1 et V2 ça devient pathologique parce que comme l'onde Q, l'onde T nécessite deux dérivations contiguës pour qu'elle soit pathologique. Ici V1, V2 c'est onde T négative, c'est pathologique. Après vous allez voir les pathologies qui peuvent donner une onde T qui est négative. Donc ce qui m'intéresse c'est que le rythme il est sinusal mais il est irrégulier. C'est pour ça qu'on n'a pas introduit la troisième condition, la régularité du rythme, comme une condition nécessaire pour le rythme sinusal. Donc le rythme sinusal peut être tout à fait irrégulier. C'est une entité de la normale, ce qu'on appelle l'arythmie respiratoire. Donc c'est une arythmie juste liée à la respiration, parce que la respiration est sous la dépendance du système nerveux autonome, c'est-à-dire le nerf vague, on l'appelle aussi le nerf cardio. Enfin, on l'appelle souvent le nerf pneumogastrique, mais à vrai dire, c'est le nerf cardio-pneumogastrique. Donc, il règle à la fois la physiologie du cœur, de l'estomac et du poumon. Donc, au cours de la respiration, l'action du nerf vague varie et avec laquelle l'action sur le cœur varie. Donc, ça va changer la fréquence cardiaque. Donc, on a une petite accélération au cours de l'expiration au cours du tour de l'inspiration et une décélération, c'est-à-dire un ralentissement de la fréquence au cours de l'expiration. Quatrième exemple, c'est presque la même chose, c'est un ECG tout à fait normal, à part qu'il est régulier, qu'il est sinusal, mais il est irrégulier, donc c'est ce qu'on appelle la variété normale, c'est l'arythmie respiratoire. Ici,
Je pense que on va le faire comme dernier ECG. Donc, est-ce que le rythme il est sinusal? Oui, le rythme il est sinusal. Pourquoi? L'onde P elle est là, onde D2 elle est positive. Et chaque complexe QRS est précédé d'une onde P. Donc le rythme il est sinusal. Est-ce qu'il est régulier? Je regarde la distance entre R1. Voilà la distance entre RR, elle est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 8. Mais là, je n'ai pas un autre complexe QRS. Voilà, la dérivation s'arrête ici. Donc la dérivation s'arrête ici. Donc je n'ai pas un autre complexe QRS pour dire que la distance entre RR est la même. Donc je ne peux pas analyser le rythme de cet ECG. Donc normalement, l'ECG doit contenir au moins 3 complexes QRS pour dire, ou bien pour conclure que le rythme il est régulier. Donc imaginez que la distance est la même, donc il est régulier. Donc on peut passer. Donc rythme sinusal, probablement régulier. Avec quelle fréquence? Donc je calcule la distance entre RR parce que j'ai supposé qu'il est régulier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 300 sur 8. Donc ça fait à peu près donc 37 ou 38. Plutôt plus 42. Donc 42. Donc 42. 300 sur 8. Donc, moins de 40, c'est 37 à peu près. Donc, est-ce que normal ou non? On a dit que la fréquence, elle est entre 60 et 100. Donc, 32, 37, il est inférieur à la normale. Donc, il y a une bradycardie. On va conclure après, c'est une bradycardie qui est sinusale. Donc, il y a une bradycardie. Donc, je continue. Rythme sinusal régulier à 37 cycles par minute. Onde P, la durée, elle est normale. Et l'amplitude, elle est normale, elle est petite. Donc, ça ne dépasse pas 2,5. L'intervalle PR, il est à peu près à 0,16 secondes. Le QRS, l'axe de QRS, D1 positif à VR positif, je peux passer. Donc, l'axe est dans les normes. La durée, donc c'est un complexe QRS fin, il fait 2,5, donc il fait 0,10, donc tout à fait normal. Les amplitudes, donc je calcule les indices. Donc R en V1, l'indice de Sokolov, S en V1 plus R en V5 plus 6 sera plus en V. S en V1, donc un gros carreau, 2, 3, 15, plus la plus en c'est V5, 1, 2, 3, 4. Donc 15 plus 20, c'est 35. Est-ce que normal ou non? Donc c'est à la limite de la normale, c'est la limite supérieure de la normale. Donc c'est la limite du supérieur normal pour l'indice de Sokolov. Je passe l'indice de Lewis, je le calcule, je le trouve normal. Je passe l'indice de Cornell, on le calcule, donc on le trouve normal parce que petit onde R ici, petit onde S ici, ça ne dépasse pas 28. Donc l'amplitude, elle est dans les limites supérieures de la normale parce que l'indice de Sokolov, il est à 35. Mais vous remarquez quand même que l'amplitude de l'onde R en V4, elle est vraiment très ample. Elle est très ample, malgré qu'il n'y a pas un indice qui inclut V4. Mais les indices ont été faits pour une appréciation générale. Mais vous pouvez remarquer quand même que V4, ça dépasse les normes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 8. Et ça dépasse les 8 gros carreaux. Donc ça dépasse les 40. Donc malgré qu'il n'y a pas un indice qui est inclus, mais on peut conclure que l'amplitude en V4 et même V3, elle n'est pas normale. Donc elle n'est pas normale. Donc je passe la morphologie, je cherche l'amplitude pathologique, je ne trouve pas. Je vérifie la progression du QRS. Elle est normale, sauf qu'elle est perturbée par V4 et V3. Mais la progression est plus ou moins normale parce que V1, V2, elle est petite. Elle augmente vraiment de façon importante en V4 et V5, mais quand même, elle est entre en V5 et V6. Et l'on de S de même. Donc, la progression presque normale, à part cette perturbation de V4 et V3. Le segment ST est isoélectrique partout, sauf V2 et V3. Il y a un susdécalage de segment ST, voilà, qui est presque ascendant parce que le point G n'est pas vraiment situé, il est sur la ligne isoélectrique. L'onde T, elle est positive partout, sauf AVR, c'est tout à fait normal, et V1, tout à fait normal. L'intervalle QT, c'est important à calculer dans cet exemple, donc on va le calculer en V5. Donc ça fait 4 petits carreaux, ou bien 3, plus 5, plus 4. Donc ça fait 13 petits carreaux, 13 fois 0,04, ça fait quand même 0,52, c'est 42.
0,52 plutôt. Donc 0,52. Donc 0,52, normal ou anormal. Donc quelqu'un peut conclure et dire, oh, il dépasse 0,43 ou 45. Mais c'est le Q qui est mesuré. Donc on doit le corriger par rapport à la fréquence. N'oubliez pas. Donc on doit le diviser sur la racine carrée de RR en seconde. RR en seconde, on a dit que 8 gros carreaux. Donc 8 gros carreaux fois 0,2 pour chaque gros carreau, donc 1,6. Donc la racine carrée de 1,6, ça quand même 1,4 ou 3. Donc on va avoir 0,52 sur 1,3 ou 1,4. Donc ça va diminuer et ça va devenir inférieur à la limite normale que vous trouvez à peu près à 0,42. Donc tout à fait normal. Donc en conclusion, donc qu'est-ce qu'on a? On a une bradycardie sinusale à 37 cycles par minute. On a un sus-décalage ascendant du segment ST en V2, V3, un petit peu V4, qui est tout à fait physiologique, on a dit ça. Et on a une amplitude, bien un indice de Sokolov qui est dans la limite supérieure de la normale, avec une amplitude de l'onde de R en V4 et V3 qui est anormale. Donc au total, c'est une bradycardie sinusale. Juste une bradycardie sinusale avec les amplitudes qui sont amples. Si je vous dis que cet ECG, c'est un ECG d'un sujet qui est normal. Donc, quelle est la situation, je ne dis pas la pathologie, quelle est la situation clinique au cours de laquelle on peut trouver une bradycardie sinusale à 37, mais elle est normale, avec des amplitudes qui sont un petit peu augmentées, et bien c'est un sujet sportif. Donc, le sujet sportif, il va développer une musculature cardiaque importante. Donc, le nerf vague va exercer une action très importante. Donc, il va donner une bradycardie sinusale. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a la musculature, il y a l'éjection qui est importante. Donc, le débit dépend beaucoup plus de l'éjection que de la fréquence. Donc, c'est un ECG d'un sportif de haut niveau. Donc, c'est pour ça, au lycée, on nous demandait de faire du sport et de prendre la fréquence cardiaque. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui a l'habitude de faire le sport, donc, sa fréquence diminue, donc parce qu'il renforce la musculature cardiaque. Donc, c'est pour ça on fait du sport et on prend le pouls carotidien pour voir. Donc, il y a d'autres exemples qui concernent le sujet pathologique, donc je préfère prendre plutôt des questions. Donc, vous pouvez poser des questions dans l'onglet comment. Et apparemment, il y a beaucoup de questions déjà. Donc, je vais commencer dès le début. Donc, je vais voir les questions. Apparemment, il y a juste des invitations. Donc, pour Facebook User, il dit on analyse les ondes de durée et amplitude en D2. Non. Donc, on analyse la durée et l'amplitude de P en D2, principalement en D2, mais on peut jeter un coup d'œil sur les autres dérivations. Donc, on analyse la durée et l'amplitude dans toutes les dérivations, mais généralement, la durée, elle est la même, mais on cherche la durée la plus ample. L'amplitude, pour l'onde de P, l'amplitude, généralement, elle est plus ample en D2, mais il faut aussi regarder l'amplitude en D1 et D3 si ça ne dépasse pas les 2,5 mm. Pour les autres ondes, comme le QRS, les QRS, on calcule les indices, on ne regarde pas les amplitudes. Je ne sais pas, est-ce que cette question, pour répéter comment on calcule l'axe, a été demandée peut-être avec le premier ECG, je pense que c'est bien compris. L'indice de Sokolov. Donc, l'indice de Sokolov, c'est la formule R en V1 et S en V1 plus R en V5 V6, la plus ample. Donc, on mesure l'amplitude de l'onde S en V1, on rajoute l'amplitude de l'onde R la plus ample en V5 V6. La limite, c'est 35 pour vous. Donc, il y a d'autres limites pour le sujet jeune. Donc, pour ne pas vous encombrer, donc retenez 35, la limite supérieure. Si ça dépasse, ça veut dire qu'il y a plus de cellules à gauche
Donc, c'est en faveur de l'hypertrophie ventriculaire gauche. La règle de ce second, c'est facile. Donc, en cas de rythme irrégulier, normalement, on est passé par un rythme irrégulier. Donc, on pouvait calculer la fréquence cardiaque. Donc, on repère un point, on compte 30 gros carreaux qui correspondent à 6 secondes. On compte le nombre de complexes QRS que contient 30 gros carreaux. Donc, on multiplie par 10. Donc, on trouve la fréquence cardiaque. Très bien, apparemment, il y avait des participations pour le calcul de l'axe. Le segment ST est un peu sous-décalé en D1. Dans le deuxième exemple, non. Ça peut être, oui, ça peut être un petit sous-décalage qui est physiologique parce qu'il y a des variations de la physiologie. Mais même s'il y a un sous-décalage ou un sus-décalage, s'il y a les variations de la normale, c'est le sus-décalage qui est ascendant et il y a le sous-décalage aussi qui est descendant. Ça veut dire que le point J il est fixe, mais c'est le segment ST est un petit peu dévié, soit vers le décalé, soit vers le haut, soit vers le bas. Donc c'est quelque part une variété de la normale, mais pas dans tous les cas. Très bien, une question apparemment importante. Quand le rythme n'est pas sinusal, quel RR on peut prendre pour corriger le QT? Donc je corrige la question. Le rythme, c'est pas qu'il soit sinusal ou non, le long de R, quand le rythme n'est pas régulier, parce qu'il y a des rythmes qui sont réguliers, mais qui ne sont pas sinusales. D'accord? Un rythme qui n'est pas régulier, il n'est pas sinusal. Et plutôt, il est régulier, mais il n'est pas sinusal. Donc, je corrige la question. Si le rythme n'est pas régulier, comment on va corriger l'intervalle QT? Donc, généralement, on prend la moyenne. On prend la moyenne de la fréquence cardiaque. Donc, et on le divise sur la racine carrée de RR moyenne. Ou bien, si vous n'avez pas à calculer RR moyenne, donc vous divisez sur la racine carrée de la fréquence cardiaque sur 60. Donc, dans le cours, je vous ai donné la deuxième formule. Ou bien, vous allez directement vers un cycle. Vous prenez 100 QT et en même temps, vous prenez la fréquence cardiaque de ce cycle. Donc, vous pouvez calculer le QT. Oui, ça commence les questions. Comment vous pouvez conclure qu'il s'agit d'une inspiration ou expiration dans les exemples 6 et 7 de l'arythmie respiratoire? Donc ça ne vous intéresse pas, mais je vais vous répondre. Voilà l'exemple. Voilà l'arythmie. Donc voilà l'arythmie. On a dit qu'il y a une accélération pendant l'inspiration, il y a une décélération pendant l'expiration, une ralentissement de la fréquence. Donc ici, on peut conclure. Le premier cycle ici, c'est l'inspiration. Et après, il est en train d'expirer. Donc c'est l'expiration. Puis l'inspiration. Et ça change en accordéon. Donc que les complexes QRS se rapprochent, puis ils s'éloignent. Chaque presque 3 secondes, c'est la fréquence respiratoire, c'est d'un cycle par minute. Donc, chaque 3 cycles à peu près, c'est 3 secondes, il y a une accélération, soit une décélération. Si on trouve, par exemple, une irrégularité qui est différente, par exemple, un complexe QRS à 3 gros carreaux, puis juste le complexe après 5 gros carreaux, puis le complexe après 2 gros carreaux, puis 6 gros carreaux. Donc, ce n'est pas une rythmie respiratoire. Donc, la respiration, cette variété doit être rythmée à peu près par la fréquence respiratoire, c'est-à-dire plusieurs cycles qui se rapprochent, puis plusieurs cycles qui s'éloignent.
j'ai pas compris. Aber dit que j'ai pas compris la troisième méthode du calcul de l'axe. Donc, on a dit que quand on n'a pas un complexe QRS isodiphasique, donc je reprends un exemple. Ici, on n'a pas un complexe QRS qui est isodiphasique. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on n'a pas un complexe QRS isodiphasique en frontal. Donc, D1, D2, D3, AVR, AVL et AVF. Donc, on repère là où le complexe QRS, il est vraiment ample, en positivité. Positivité très ample. Donc, il est en D2. Donc, D2 très ample. Deuxième dérivation très ample, soit D3, soit AVF. On va retenir la plus ample, c'est AVF. Donc, il est très ample en D2 et AVF. Donc, il est autour de D2 et AVF. Bien sûr, plus proche en D2, c'est pour ça qu'il est plus positif. Donc, imaginez que D2 et des AVF, ils ont la même amplitude. Donc, il est entre les deux, entre D2 et AVF. Donc, D2 à 60, AVF à 90. Donc, il passe exactement à plus 75. Ça, si c'était l'amplitude la même. Mais il est plus ample en D2, donc on peut conclure qu'il est plus proche en D2. Donc, il n'est pas à 75, il est à plus 60. Donc, il est plus proche à D2. Donc, j'espère que c'est devenu plus clair. Donc, Facebooker, donc il dit qu'il n'a pas compris la morphologie. Comment on fait pour la morphologie? Donc, deux étapes pour la morphologie. La première étape, c'est recherche d'une onde Q pathologique. Et l'onde Q pathologique, elle a une définition bien précise. Elle est large, elle dépasse 0,04 secondes et elle est profonde, c'est-à-dire elle dépasse un quart de complexe QRS. Et troisième condition, on doit la retrouver dans deux dérivations contiguës, c'est-à-dire deux dérivations qui appartiennent au même territoire. Et la deuxième étape dans la morphologie, c'est on vérifie la progression de V1 jusqu'à V6 de complexe QRS. Donc, chez presque tout le monde, l'onde de R est le petit en V1 et elle va augmenter de V1 jusqu'à V6. Elle va augmenter d'amplitude. Et l'onde de S, elle est grande en V2 et elle va diminuer jusqu'à V6, elle va devenir très petite, avec un rapport R sur S en V1 qui ne dépasse pas 1, c'est-à-dire que le complexe commence par une petite onde R et grande onde S. Et en V5 et V5 et V5 et V6 et V7, le rapport est supérieur à 2 de R sur S, parce que R devient plus grande que l'onde S qui devient vraiment très petite. Pourquoi on calcule l'intervalle QT en V5 seulement? Non, on peut le calculer dans toutes les dérivations, mais j'ai bien dit que la fin de l'onde T, elle est très bien visible en V5. Donc, c'est pour ça qu'on évite les autres dérivations dont la fin de l'onde T, elle est vraiment très lente. C'est pour ça qu'on ne peut pas repérer avec exactitude la fin de l'onde T pour mesurer le QT. Donc, vaut mieux, c'est pas nécessairement, vaut mieux calculer le QT en V5. Parce que la fin de l'onde T est généralement bien visible pour ne pas rajouter un petit carreau par rapport à un autre qui le calcule dans une autre dérivation. Et on peut calculer dans les autres dérivations aussi. Parce que c'est la même image dans toutes les dérivations. Si on ne trouve pas un complexe QRS isodiphasique ou biphasique, est-ce qu'on peut utiliser la méthode de D1 et AVF avec un peu de maths? Et à la base, le calcul de QRS, c'est du maths. Donc, à peu près, c'est du maths. Mais si on vous demande de le donner avec précision, donc vous devez trouver une autre. Vous ne pouvez pas utiliser D1 et AVF. Mais si on ne vous demande pas l'axe avec exactitude, est-ce que c'est l'axe normal ou non, donc bien sûr, vous pouvez utiliser D1 et AVF, c'est plus facile. Mais si on vous demande de calculer avec exactitude, vous devez utiliser soit isodiphasisme, soit la règle de deux complexes et on le met au milieu. Très bien, D1 et AVF, c'est la méthode pas d'urgence, mais la méthode rapide, disons. Très bien. Donc, je ne vois pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres questions. Donc, apparemment, vous avez bien compris. Donc, s'il y a même des questions concernant le cours, il n'y a pas de souci. Donc, je vous rajoute un ECG pour vous
indiquer plutôt d'abord celui-là. Donc, un autre exemple. Il y a beaucoup de variétés concernant le CG. Donc, je vous donne ça, mais c'est atypique. Hein. Donc, si je vous demande de calculer l'axe de ce complexe QRS, est-ce que vous trouvez l'axe du complexe QRS? Ça passe celui-là. Je ne le trouve pas, donc apparemment je l'ai enlevé. Donc, on va juste analyser cet ECG. Donc, est-ce que le rythme est sinusal? Oui, du sinusal. L'onde de P est des positifs en V2, chaque complexe QRS est précédé d'une onde de P. L'onde de P, est-ce qu'elle est normale? L'amplitude de la durée de l'onde de P est à 0,12, la limite, et la durée et l'amplitude, elle est à 2,5, donc la limite. L'intervalle PR, il est à 4 petits carreaux ou bien 5 petits carreaux, donc 0,20, aussi la limite. Le complexe QRS, on analyse Adam, donc axe de QRS. D1, il est positif et ABF, il est positif, donc axe normal. La durée, donc c'est un complexe QRS qui est fin, voilà. Donc il fait 2 petits carreaux, donc 0,08 secondes, donc tout à fait normal. L'amplitude, on calcule les indices, l'indice de Sokolov, l'indice de Lewis, donc vous allez les trouver tout à fait normaux. Après, la morphologie, donc je cherche l'onde Q pathologique. Est-ce qu'il y a une onde Q ici? Non, il n'y a pas d'onde Q. Est-ce qu'il y a une onde Q ici? Oui, il y a une petite onde Q, onde D2, la voilà. Elle n'est pas large et elle n'est pas profonde, mais elle est pathologique, on va voir pourquoi. Donc elle est pathologique, mais elle ne répond pas aux critères qu'on vient de citer. L'onde D3, est-ce qu'elle est pathologique? Est-ce qu'il y a une onde Q? Oui. Est-ce qu'elle est large et profonde? Non, elle n'est pas large et elle n'est pas profonde. Donc, normalement, elle n'est pas pathologique, mais je vous dis pourquoi on va la considérer comme pathologique. AVR, il y a une onde Q qui est large et profonde, mais tout à fait normale en AVR. En AVR, il n'y a pas. En AVF, oui, petite onde Q qui n'est pas large, n'est pas profonde. Elle est normale, mais pour les critères, elle est normale, mais elle est pathologique du fait d'une notion qu'on va voir. V1, il n'y a pas d'onde Q, V2, V3, V4, V5 et V6. Donc, il n'y a pas d'onde Q. Je passe aux progressions. Donc, V1 jusqu'à V6, R augmente, S diminue. Donc, j'analyse le segment ST, ce qui m'intéresse. Donc, ici, le segment ST, il est un petit peu sous-décalé par rapport à la ligne de base. Voilà la ligne de base, voilà le segment ST, un petit peu sous-décalé. Deuxième complexe QRS, voilà le segment ST. Donc, voilà le complexe QRS, voilà l'onde de T. Entre les deux, c'est le segment ST. Je vois que le segment, voilà la ligne de base, donc je vois que le segment ST, il est sus-décalé à 5 mm. Donc, sus-décalage du segment ST de 5 mm. Donc, c'est un sus-décalage qui est important, de 4 mm à peu près, 4 mm. En D3, sus-décalage du segment ST de 4 mm, de 5 mm. En ADR, il y a un sous-décalage. En ADL, il y a un sous-décalage. En AVF, il y a aussi un sus-décalage de 5 mm du segment ST qui est englobé dans l'onde de T. Donc, il essaye d'englober l'onde de T. Donc, ce qu'on va appeler après l'onde de Pardet. Vous allez la voir parce que c'est très important. En V1, il y a un sous-décalage du segment ST par rapport à la ligne de base. En V2 aussi. En V3 aussi. En V4, isoélectrique. En V5, isoélectrique. En V6, ça commence à donner un sus-décalage du segment ST. Donc, au total, qu'est-ce que j'ai? J'ai un sus-décalage du segment ST en D3, en D2, D3 et AVF. Et j'ai un sous-décalage du segment ST dans les autres dérivations, à part V4 et V5. Et un sous-décalage aussi en V4, en V6 plutôt. Donc, je continue, je garde cette analyse. Donc, l'onde de T, elle est positive là où elle doit être positive et négative là où elle doit être négative. Donc, le QT, vous le calculez, vous le corrigez, tant que vous trouvez normal. Donc, en total, qu'est-ce qu'on a? On a un rythme sinusal régulier à 70 cycles par minute. On a des petites ondes de Q qui apparaissent ici en D3 et AVF, c'est le territoire inférieur. Vous allez voir, c'est la partie inférieure du cœur. Vous allez voir après les différents territoires du cœur. On a petite onde de Q. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un sus-décalage dans le même territoire. Et ce sus-décalage dans le territoire inférieur correspond à une occlusion complète de l'artère. C'est ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde ou bien le syndrome coronarien aigu avec ce sus-décalage persistant du segment ST. Vous allez le voir après. Donc, c'est une occlusion de l'artère qui va se manifester sur le CG par un sus-décalage du segment ST
Et avec l'apparition, ça commence petit onde de Q qui va après s'approfondir et s'élargir. Donc, c'est cette onde de Q qui va devenir après pathologique et c'est le signe de la nécrose de cette partie de myocarde. Donc, cette ECG correspond à un édème dans le territoire inférieur, bien sûr, à la phase aiguë. Après, vous allez voir les différentes phases de l'édème. Est-ce qu'il y a des questions? On peut le bien. La rotation de l'axe dans le plan horizontal, on trouve un complexe QRS transitionnel. Que signifie? Donc, on n'a pas parlé, j'avais pas l'intention de reparler de la zone de transition, mais on va la citer. Donc, c'est quoi la zone de transition ou un QRS transitionnel? Donc, c'est un QRS qui a la même amplitude positivité que la négativité. C'est l'équivalent de l'isodiphasisme. Donc, si on trouve par exemple un sujet normal doit avoir un QRS isodiphasique aux alentours de V3, V4. Donc, en V3, V4, il doit faire passer l'onde S devient inférieure à l'onde R. Donc, la transition entre S et ce qu'on a en deux transitions. L'onde R, elle est petite en V1 et V2, et l'onde S, elle est petite en V5 et V6. Et il y a une transition, c'est-à-dire passage, changement d'amplitude en V3 et V4. Celle S, elle va diminuer et R va augmenter avec un QRS qui ressemble à un QRS, un complexe isodiphasique. Donc, c'est cette zone qu'on appelle isodiphasique. À peu près, l'électricité passe à ce niveau. Donc, il y a des pathologies qui dévient l'axe vers la gauche et il y a des pathologies qui dévient l'axe vers la droite. On peut rechercher la zone de transition. Si la zone de transition se dévie vers V1 et V2, c'est-à-dire vers la droite, donc on peut dire qu'il y a une déviation de l'activité électrique vers la droite. Si cette zone de transition, on la trouve au niveau du V5, V6, c'est-à-dire en V5, V6, on trouve un complexe QRS qui est isodiphasique presque. Donc, on dit que la zone de transition, elle est déviée vers la gauche, et il y a des pathologies qui dévient cette zone vers la gauche. Donc, c'est ça la notion de zone de transition. Sus-décalage ascendant ou descendant, comment on voit la différence? Donc, on parle plutôt d'un sus-décalage ascendant et d'un sous-décalage plutôt un sus-décalage ascendant et un sous-décalage descendant. C'est-à-dire, c'est lié au point G. Donc, on veut dire quelque part, le point J, il est fixe, et c'est le segment ST qui est soit dévié vers le bas, donc sous-décalage descendant, soit il est dévié vers le haut, et on veut dire sus-décalage ascendant. Sous-décalage descendant ou sus-décalage ascendant, on veut dire que le point J, il est fixe. Et pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de variétés dans ce sens, c'est-à-dire le point J qui reste fixe. Mais au cours de l'EDM, vous voyez ici que le point J n'est pas fixe, c'est le point J qui est sus-décalé ici. Vous voyez, le point J il est sus-décalé et le point J il est ici sous-décalé. On n'a pas entré dans les détails de cette ECG. Il y a un EDM dans le territoire inférieur avec image en miroir, c'est-à-dire un sous-décalage dans les autres dérivations qui font face au territoire inférieur. C'est pour ça qu'on a un sous-décalage. Mais qu'est-ce qui se passe sur le CG? Il y a juste la nécrose de la paroi inférieure. Il n'y a rien sur les autres parois. C'est juste l'image de cette nécrose, cette pathologie en inférieur. L'onde Q de nécrose, il faut rechercher l'onde Q pathologique. S'il y a un contexte de cardiopathie ischémique, IDM ou syndrome coronarien avec l'apparition d'une onde Q, donc on va la mettre sur le compte de la cardiopathie ischémique, on va l'appeler l'onde Q de nécrose. Comme dans l'exemple qu'on a vu, il y a une petite onde Q qui apparaît. Avec le temps, si on reperfuse par le patient, elle va devenir plus large et plus profonde et on peut dire que cette onde elle est pathologique et on peut même donner le nom onde Q de nécrose parce que le patient est en train de nécroser. Quelle est la différence entre syndrome coronarien aigu avec ST permanent? Ce n'est pas le sujet de cette norme, donc n'essayez pas de précipiter. Vous allez voir après dans le cours et le TP de l'insuffisance coronaire. J'ai pas compris comment on doit corriger le segment amputé. Donc, c'est pas le segment, donc c'est l'intervalle. Donc, un segment, c'est juste un segment.
Donc l'intervalle qui contient d'autres déflexions. Donc l'intervalle QT. Donc on mesure le QT, généralement en V5, et on le divise sur la racine carrée de RR en secondes. La distance entre RR, vous la calculez en secondes, et vous faites la racine carrée de ce chiffre. Vous divisez le QT que vous avez calculé sur la racine carrée de ce chiffre, et vous allez trouver la fréquence, le QT de ce sujet, qui n'est pas vraiment, qui est plus ou moins stable chez tout le monde. Pourquoi la repolarisation est la première à être touchée en cas d'ischémie? Pourquoi la repolarisation? Ça, c'est pas la peine d'entrer dans les détails parce que ça vous dépasse. Mais l'essentiel, c'est la repolarisation qui est touchée par l'ischémie. C'est pas la dépolarisation, parce que la dépolarisation consomme plus d'énergie par rapport à la repolarisation. Mais c'est pas la peine de. Il faut savoir comment dire, enfin, pas juste le sujet, tous les cours. Il faut pas dépasser un certain niveau pour ne pas. Essayer de faire le tout et après, si vous voulez détailler, vous le faites. Mais je ne vous conseille pas à votre niveau d'entrer dans les détails. Donc, ce n'est pas la peine de poser des questions concernant les autres cours qui vont venir, comme le ST+, ou le ST-. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc, je pense qu'il est 4h30 et on peut clôturer. Donc, si vous avez d'autres questions, essayez de les poser dans le groupe. Donc, je vais essayer de répondre. Donc, je vous dis bon courage et j'ai parlé avec les autres enseignants pour qu'ils vous fassent le reste du cours. Donc, Dr Foudet, je pense qu'il va vous contacter pour les prochains cours. Donc, bon courage. Inch'Allah. Merci. Merci, docteur. Je vous en prie. Bon courage. Bon courage. Au revoir.